Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Que s'est-il passé à Los Angeles ce week-end? Vous êtes au courant qu'il y a une guerre civile ? Le chaos règne à Los Angeles. Sous l'autorité de Trump, la police de l'immigration accomplit ses raids ciblés. On est américain, d'accord ? D'accord. Quel genre d'américain vous êtes ? We have two enemies. We have the outside enemy, and then we have the enemy from within. Vous le savez pas ? Nous voyons actuellement la police utiliser des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour éloigner la foule. Que Dieu bénisse l'Amérique. Nous sommes en guerre. Eh oui, ça n'arrête pas, et notamment, voilà, du côté de la Californie à ce moment, où effectivement Trump et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s'affrontent, la police, la garde nationale. On va en parler avec Régis Le Sommier, qui connaît très très bien les États-Unis, grand reporter. On va avoir le temps de le présenter. Et qu'est-ce qui se passe ? Va-t-on vers la guerre civile ? N'allons pas trop vite en besogne, mais quelque part, ça se répand. Je ne dirais pas une insurrection, c'est une révolte, une révolution. C'est quoi ? On va prendre le temps d'en parler, mais ça nous concerne aussi. Et puis, évidemment, on va parler d'Emmanuel Macron hier sur France 2, 1,5 million de spectateurs, record de baisse absolue, et il a parlé de ses ministres, il a parlé des faits divers, il a parlé de tout cela. On va prendre aussi le temps d'en parler parce que c'est très exemplaire de ce qui se passe dans notre cher et doux pays. Et puis évidemment, on va parler de la flotte de la liberté, de Greta, de Rima Hassan et des suites de ce qu'a été ce voyage. Et en seconde partie d'émission, eh bien, on va avoir le temps de parler des patriotes de la diversité. Les patriotes de la diversité, ce sont tous ces gens qui en ont marre de se dire il y a d'un côté la France dite identitaire, de l'autre côté la France des casseurs, et la France de ceux qui ne veulent plus de la France, de ceux qui haïssent la France. Images clichés, images en partie fausses, et divers mouvements se créent pour dire ça suffit comme ça, on est français et on va le montrer aussi, pas seulement en parole et pas seulement en papier. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors, de San Francisco à Los Angeles, c'est la guerre civile, c'est l'insurrection, c'est la révolte. Comment réagissent Donald Trump et le gouvernement américain? Quelles leçons on ne peut pas déjà tirer, mais on peut tirer beaucoup de choses, hélas, et ça tire dans tous les coins. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Si vous allez à San Francisco, vous y verrez des gens que j'aime bien. Eh oui, c'était il y a 50 ans, San Francisco, célébré par Johnny Hallyday. Il y avait les fleurs, il y avait Sex and Drugs and Rock'n'Roll, tout le monde s'aimait, happy, formidable, hein. C'était bien. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. San Francisco, Los Angeles, flambe, c'est déjà arrivé, mais à ce point, je ne sais pas. On va en parler avec Régis Le Sommier. Merci d'être là. Bonjour André. Grand reporter, vous êtes directeur de la rédaction de Omerta. Vous venez de sortir d'ailleurs le magazine Omerta sur Trump et Poutine à l'assaut de l'Europe. Encore un autre assaut dont je en parlera pendant Il y a longtemps. beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Et puis je rappelle votre plus récent livre qu'on recommande, vous avez reçu pour ça, Qui est le diable, l'autre l'Occident. Alors effectivement, l'Occident se demande à quelle sauce, où il sera mangé, où il s'auto-dévore. Alors, qu'est-ce qui se passe, effectivement, Régis, à Los Angeles, notamment, enfin, surtout à Los Angeles, où on entend que, vraiment, c'est en train de monter en puissance et en tension. Écoutez, au départ, tout est
partie, on va dire, du projet qui a été déjà mis en place par Donald Trump, d'envoyer ses agents fédéraux justement pour arrêter les migrants et les expulser. Les migrants illégaux, hein, illégaux, bien sûr. Il ne s'agit pas d'immigration légale. Ouais. Une bonne partie des Américains ont voté pour Donald Trump, faut le rappeler, sur cette plateforme. Donc, même si tous ne sont pas d'accord, mais en particulier en Californie, parce que si tous les migrants illégaux s'en vont, il y aura plus grand monde pour récolter les champs en Californie. Ouais. Ça, c'est une habitude de l'immigration clandestine. Mais Donald Trump a promis d'y mettre un terme. Bien Donc, il a envoyé ses agents fédéraux et il rencontre actuellement ces agents de véritable résistance dans les quartiers et en particulier dans les quartiers mexicains, donc c'est-à-dire à l'est de Los Angeles. Ouais. On n'est plus dans l'émeute classique telle qu'on avait pu la connaître en 92. Vous savez, la fameuse affaire Rodney King, où là c'était les Noirs américains de South Central qui s'étaient soulevés, en particulier contre les Coréens. C'était déjà des émeutes à caractère racial. Et à l'époque, on avait Los Angeles avait connu des semaines d'émeutes. Là, actuellement, ça monte en puissance. En plus, résistance armée. Régis Le Sommier, ils sont armés. On sait très bien qu'il y a des gangs derrière tout ça. On sait très bien que tout ça est organisé. Alors aussi, les ennemis habituels de Donald Trump, évidemment, sont peut-être, parce que la question, elle est de pouvoir prouver. Mais on se souvient, on a un peu oublié ça, mais il faut se repencher là-dessus. La façon dont s'était déroulée la dernière année du gouvernement Trump en 2020, le premier mandat, notamment suite à la mort de George Floyd à Minneapolis, où on va dire toute la fin de l'année, ça s'était produit en septembre 2020, et toute la fin de l'année avait été chaotique, des villes entières avaient été assiégées, des centres-villes contrôlés par à l'époque les Antifa, Black Lives Matter, qui protestaient justement contre les violences policières. On était déjà dans un affrontement à l'autorité, et là, Donald Trump a pris une mesure, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire déployer l'armée, en l'occurrence le corps des Marines, dans Los Angeles, alors pour une mission, on va dire, de pacification, mais pour le moment, il n'y a pas d'échange de feu entre l'armée et les manifestants. Mais l'idée étant de rétablir l'ordre, parce que Donald Trump est un homme d'ordre, et c'est là-dessus qu'il a été élu. C'est clair. Alors justement, je voudrais qu'on dise, parce que c'est spécifique à l'Amérique, que vous connaissez bien, Régis Le Sommier, l'ordre, les forces de l'ordre sont assurées par qui? Dans l'État et dans le fédéral. Il faut bien voir. Qu'est-ce que c'est la police d'État, la garde nationale et les Marines? Tout à fait. Il y a d'abord les villes aussi, avec les shérifs, avec les départements de police, les divers départements de police qui dépendent justement des villes. C'est la grosse différence entre les États-Unis et nous. Ils dépendent des maires ou des gouverneurs? Ils dépendent des maires. Voilà. Et vous avez aussi une police fédérale, mais vous avez le FBI aussi qui a sa police. Mais si vous voulez, les États-Unis, c'est pas du tout comme la France. On n'est pas dans une police nationale. Voilà. Et quand il y a exaction d'une police, c'est une police locale. Et en l'occurrence, à Minneapolis, pour la mort de George Floyd, ça avait été cette police-là qui avait été réformée, accusée de racisme, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est très différent de la France. Pour le moment, c'est eux qui rétablissent l'ordre en premier. Ensuite, vous avez d'autres... police municipale, enfin municipale. On va dire... la police fédérale. Si on veut, sauf qu'à Los Angeles, elle est véritablement militarisée, cette police. La police de Los Angeles, vous savez, moi, mon dernier séjour à Los Angeles, une voiture me fait un tête à queue, il y a un motard de la police de Los Angeles, LAPD, qui arrive à côté, il sort un fusil à pompe pour demander au type de se mettre sur le côté et lui mettre une amende. Un fusil à pompe, vous voyez. Donc c'est tout de suite, voilà. C'est une autre registre. Je vous parle d'une scène que j'ai vue et qui m'a marqué. Bon, qu'on ne voit pas heureusement en France. Donc on est dans une autre dimension. Là, en l'occurrence, il y a un renfort de l'armée. Alors ce renfort de l'armée, est-il légal ou est-il illégal? La vraie question, c'est que pendant les fameuses émeutes de 92, on avait été invoqué à l'époque, c'était l'ère Clinton, avait été invoqué le Insurrection Act, acte d'insurrection, qui a été 1807, 1807 et qui permet au gouverneur d'État ou au président des États-Unis de faire intervenir l'armée quand la situation est jugée désespérée. Donc ce n'est pas encore le cas ni à Los Angeles ni ailleurs, puisque
Il y a aussi des foyers de contagion aux États-Unis. On parlera de... Mais Clinton, c'était pas désespéré non plus, complètement. Los Angeles, c'est quand même allé très très loin. À l'époque, oui. C'est quand même allé très loin. Je veux dire, c'était vraiment le centre-ville était une zone de guerre quasiment. On se souvient des Coréens, puisque le principal point de crispation, c'était justement cette pression du quartier coréen sur South Central, qui était le ghetto noir de Los Angeles. On se souvient des Coréens se défendant avec des mitraillettes Uzi habillés en uniforme sur les toits. C'est vrai que là-bas, c'est tout de suite, ça prend des dimensions de guerre. C'est incroyable. Et puis tout le monde a des armes. C'est ça qu'il faut. Je veux dire, tout Américain a des armes. Voilà. Mais, alors, Régis Le Sommier, pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui, donc effectivement, c'est un programme Donald Trump. Il applique son programme. Il a dit les illégaux, les immigrants illégaux, terminez. Vous venez légalement, aucun problème. Enfin voilà, on regarde tout ça. Là, et puis comme ils sont des millions, bien sûr, des millions, voire des dizaines de millions, en tout cas des millions, il applique son programme. Et à votre avis, quand on voit ça fait quelques jours, est-ce que ça peut ne pas être quand même, sans tomber dans les théories de complot, mais est-ce que ça peut ne pas être coordonné? Parce qu'on sent quand même un mouvement qui est très organisé. Je parle des opposants. Oui, alors certains, j'écoutais Nicolas Conquer, qui est le représentant de Trump en France, expliquer justement que les ennemis de Trump, sous-entendu Soros, la galaxie Soros, on va dire, plus la gauche américaine aussi, les démocrates, on sent bien que Gavin Newsom, qui est la gauche de la gauche américaine, qui est le gouvernement de Californie, n'est pas dans une... on se demande s'il est du côté des émeutiers ou du côté du pouvoir, ou du côté de l'ordre. Là, il y a vraiment et Trump a suggéré qu'il soit arrêté déjà. Donc on est quand même on a un peu l'habitude de Trump avec cette inflation des mots. Ces hyperboles. Voilà. Et je pense pas qu'on en arrivera là. Mais néanmoins, il faut quand même reconnaître que tout ça semble extrêmement coordonné, comme ça l'avait été à l'époque de George Floyd, où la contagion justement des groupes, on a su par la suite, avait des soutiens notamment ouvertement par les démocrates. C'est sûr que les violences policières étaient l'argument facile pour dire semons le chaos de façon à en accuser Donald Trump. Là, Donald Trump est un peu plus préparé. Il a aussi beaucoup d'alliés, notamment le gouverneur du Texas, qui lui a suggéré de faire intervenir la garde nationale, là, cette fois-ci, parce que il commence à y avoir des émeutes, notamment à Austin, qui est la ville la plus démocrate du Texas, par hasard. Et on a vu à San Francisco, Chicago également, où il commence à y avoir des manifestations. Donc il y a des émeutes à droite à gauche, mais on n'est pas encore dans un embrasement total. Donc c'est quand même un peu prématuré de parler de guerre civile et un peu prématuré d'imaginer que les choses vont empirer. Maintenant, on ne sait pas. On est dans une Amérique qui est à couteau tiré. Les démocrates et les républicains n'ont plus rien en commun, ou presque. Vous avez des États comme la Floride qui partent très 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 à droite, des États comme la Californie qui partent très 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 à gauche, au point qu'on se demande où est le terreau commun américain entre ces deux États. On a beaucoup parlé de sécession, ça n'est jamais arrivé, mais voilà. Vu la puissance de l'État californien, qui est aussi important que la France, tout à fait, on peut se poser des questions. Bien sûr. Mais Régis Le Sommier, il y a eu quand même un sondage, dites-moi, je pense que vous l'avez vu, que ce qui est assez, non pas paradoxal, mais très intéressant en tout cas, c'est que il y a eu un sondage auprès des immigrés légaux, enfin des migrants. L'Amérique est un pays de migrants, mais je parle d'immigrés de la deuxième, troisième génération, qui sont il paraît en majorité pour Trump et contre, justement, et pour la remigration des illégaux. Mais tout à fait. On est dans un phénomène typiquement américain, que je vais résumer un peu caricaturé, c'est-à-dire à partir du moment où on passe la barrière de la frontière au Texas, on n'a pas envie que le type qui passe derrière nous passe la barrière. C'est-à-dire il y a un peu, on va dire, à partir du moment où quelqu'un arrive aux États-Unis, souvent il va se comporter en américain, à 100%. Et donc il y a beaucoup d'immigrés en effet, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles Trump a été élu. Il a été élu sur un vote majoritairement, on va dire, blanc, traditionnel américain, républicain, mais aussi avec un certain nombre de gens venant des minorités d'afro-américains et d'hispano-américains. Tout à fait, c'est pareil. La classe moyenne noire est de plus en plus tentée de voter par le vote républicain, alors que longtemps, c'était l'électorat, vous vous souvenez des années Clinton, c'était l'ami des Noirs américains, et c'était là où les démocrates faisaient 90%. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les
démocrates ont toujours la majorité chez les Noirs américains, mais de moins en moins. Et chez les Latinos, ça a été net. En Floride, la Floride est tombée dans l'escarcelle de Trump très tôt pendant la nuit électorale, faut se souvenir, alors que c'était un État très disputé à une époque. Donc il y a une différence aujourd'hui, et ce phénomène migratoire de masse, ce phénomène de migration incontrôlée, faut pas oublier qu'à l'époque Biden, on était à 2 millions d'immigrés par an qui rentraient aux États-Unis. 8 millions d'immigrés au moins sont rentrés. Contre 400 000 pendant l'époque Trump. Donc vous voyez un peu l'appel d'air qui s'est produit, et ça, face à ça, beaucoup d'Américains, je vous dis, nouveaux Américains, nouvelle arrivée, légaux et anciens Américains ne veulent pas être submergés, tout simplement. C'est le enough is enough, basta così. Exactement. On va continuer d'en parler. Que peut-il se passer? On continue d'en parler avec Régis Le Sommier après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Régis Le Sommier, grand reporter, directeur de la rédaction d'Omerta, sur effectivement ce qui se passe aux États-Unis et qui évidemment nous concerne. Régis Le Sommier, au fond, derrière cela, il y a quand même, je ne dirais pas la lutte finale, mais enfin une lutte très forte qui existe depuis 2016, mais qui a été interrompue avec l'échec de Trump en 2020, qui recommence avec la réélection absolument incroyable de Trump en 2024, et qui est quand même ce qu'on appelle l'État profond, le deep state américain qui existe et qui est fort, quoi. Qu'est-ce que aujourd'hui qu'est-ce que ça donne si on regarde un tout petit peu, parce que Trump est plus préparé aujourd'hui qu'il ne l'était effectivement au cours de son premier mandat, est-ce que c'est un chapitre, ce qui se passe en ce moment en Californie et ailleurs, de cette lutte vraiment, on a l'impression sans répit et sans relâche, et le combat ne cessera que faute de combattants? Écoutez, j'évoquais tout à l'heure les pentes prises par la Floride avec son gouverneur républicain et la Californie avec son gouverneur démocrate. Il est évident que depuis l'élection de Donald Trump, le deep state, enfin l'État profond, incarné, on va dire, par les démocrates américains, en gros, c'est un peu leur façon, leur projet de société, n'ont pas baissé les bras. Certains considèrent que Trump n'est qu'une parenthèse qui va durer le temps de sa mandature, et qu'ensuite après les choses reviendront dans l'ordre. Mais ce deep state auquel Donald Trump a décidé de lutter, c'est-à-dire que il a fait le constat très simple, c'est-à-dire que pendant la minute où il est entré, où a commencé sa mandature en 2016, ce deep state lui est tombé dessus immédiatement. Et cet État profond, c'est pas simplement ses adversaires politiques. Discussion que la Russie l'avait acheté, tout. Enfin, et puis destitution, assassinat, tentative d'assassinat, etc. Bien sûr. Alors ça, c'est ce qui s'est déroulé par la suite. Mais à l'époque, il faut se rappeler les articles du New York Times, enfin toute la presse qui était arc-boutée contre ce personnage jugé illégitime, c'est-à-dire qui avait été élu par surprise parce que le peuple l'avait voulu. Et là, c'était pas du tout prévu. D'ailleurs, même un conseiller de Trump m'avait dit à l'époque, vous savez, on a construit l'avion alors qu'on avait déjà décollé. Sous-entendu, on s'attendait pas vraiment. Là, c'est complètement différent parce que Donald Trump a mis son armée en ordre de bataille. Il s'est attiré des personnages dévoués et surtout efficaces. Ce qui est assez incroyable, c'est que avec Donald Trump, on a l'impression que quand il fait les choses qu'il a dit, en France, on n'est plus habitué, vous savez. On a tellement d'hommes politiques. On est même choqué. Comment il fait ce qu'il dit. On dit attention. Et je crois que François Hollande avait dit attention, il est sérieux, il va faire ce qu'il dit. C'est vrai que François Hollande a assez peu fait ce qu'il avait dit. Et donc nous-mêmes, ça nous choque. Mais en tout cas, il faut être très sérieux. Donald Trump va pas reculer dans cette histoire. Il a d'abord l'approbation des électeurs.
sénateurs, une large il a eu le vote majorité. populaire cette fois-ci, en vote plus. populaire largement, avec plus de 2 millions de on va dire de voix en plus sur son adversaire. Donc bref, il est vraiment voilà, c'est le cœur de son programme. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez évoqué sur cette antenne la brouille entre Trump et Musk, mais que là, à la faveur de la question migratoire, Musk est en train de revenir au bercail. Ce matin, il a fait un tweet expliquant qu'il était allé trop loin. Hier, il a commenté avec 2 drapeaux américains, sous-entendu les patriotes reviennent chez eux, un tweet de J.D. Vance qui faisait l'éloge du leadership de Donald Trump. Donc on est vraiment dans un moment où oui, il faut se serrer les coudes, mais ils sont véritablement décidés à mener leur politique face à des gens. Et si on peut dire 2 mots sur George Soros, qui n'a pas terminer ses financements, que ce soit... alors, peut-on appeler ça... Bien secondé par son fils Alex. Bien sûr, qui a le même projet. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire il s'agit de révolution de couleur à l'intérieur des États-Unis? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'à travers un personnage comme Gavin Newsom, on sait que George Soros ambitionne électoralement à des projets électoraux sur les États-Unis, c'est-à-dire de faire basculer les États bleus, les États rouges en État bleu, et en particulier le Texas, qui l'investit là-dedans. Donc pourquoi, évidemment, l'émeute, c'est, on va dire, le chaos. Cas, on peut se poser la question. On peut se poser la question. Maintenant, nous n'avons pas de preuves, nous sommes des journalistes, donc on va enquêter là-dessus, et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Merci Régis Le Sommier. Merci André. Qui suivra verra, et on suivra. Tout à fait. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Avoir un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon Et avoir papa, un bon copain, c'est tellement bien d'avoir un copain. Et ça a été illustré hier par l'émission... avec Emmanuel Macron en vedette sur les océans, sur France 2. Voilà, il était là. Et un journaliste, effectivement, Hugo Clément, l'a interrogé sur un sujet qui fâche. On ne pensait pas que ce serait un sujet qui fâche, mais il y a des sujets qui fâchent. Et il l'a interrogé, Hugo Clément, sur la suite, sur ce qui est devenu, vous vous rappelez, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Écoutez. Les politiques aussi, Monsieur le Président, ont leur rôle à jouer. Et justement, qu'est-ce que vous dites à cet homme que vous connaissez bien, qui a été l'un de vos proches, il a même été votre ministre de l'Intérieur. Non, mais le mettez cet pas homme, en pilori. c'est Christophe Castaner, et aujourd'hui, il travaille pour Chine. Ouais, il est conseiller stratégique en France de la marque chinoise. Il y a rien qui vous gêne? C'est un peu nul ce que vous faites. Non, c'est pas nul. C'est un peu nul. Je vous le dis par rapport au débat. Pardon. D'abord parce que c'est une question légitime. Il a été ministre de l'Intérieur. Il travaille aujourd'hui pour Chine. C'est vrai, mais d'accord. Mais il a été ministre de l'Intérieur il y a X années. C'est un homme maintenant libre. Il a donné beaucoup de son temps, de son énergie à la chose publique. Oui, non, parce qu'il est en même temps président du Grand Port de Marseille, donc il était avec moi pour aider à électrifier et décarboner le Grand Port de Marseille. Sur Chine, vous en avez pas parlé avec lui? J'en ai pas parlé parce que c'est sa vie, c'est pas la mienne, et c'est pas parce qu'il est de Chine que ça changera quelque chose au schmilblick. Ah bah quand même, vous êtes en train de dire qu'il faut lutter contre Chine et contre la fast fashion. Mais je dis que il y a chacun, un de vos anciens fidèles qui travaille pour eux. Non, mais en vrai, si vous voulez mettre des gens en pilori, ce que vous êtes en train de faire en pilori, si vous passez son image à l'écran, on pose la question. Je trouve ça juste nul par rapport au débat. Je trouve ça juste nul, s'indigne le président. Mais quand même. Donc, après avoir été ministre, Macron a fait nommer Castaner, je rappelle, président du conseil d'administration de la société concessionnaire autoroute et tunnel du Mont-Blanc, président du conseil d'administration de la société française du tunnel routier du Fréjus, président du conseil de surveillance du Grand Port Maritime, tout cela pour la modique somme de 150 000 € de salaire hors avantage par an. Et dans le privé, et pourquoi pas, Christophe Castaner est conseiller stratégique chez le géant chinois Shein. Alors vous avez vu tous les images de Shein, intelligence artificielle. Et Shein, c'est quoi? C'est la fast fashion chinoise, comme il y a le fast food. Voilà, ils envoient sur les plateformes, il n'y a pas de magasin Shein. Voilà, des vêtements, et puis vous les changez tous les mois, tous les 2 mois. Voilà, je ne sais pas si c'est de l'obsolescence programmée. En tout cas, voilà, Shein, ça marche bien. Mais dites-moi, alors
il dit effectivement, il parle des ministres, il dit, mais vous savez que c'est très dur d'être ministre, vous comprenez. Je ne sais pas si nous avons, c'est après. On l'a, c'est ce qu'on a, on l'a. Les pays du monde qui fait que tous les ministres, tous les parlementaires, tous les maires, tous ceux qui servent la République, c'est très compliqué de retrouver une vie normale pour eux dans leur secteur d'activité. Et après, pour beaucoup d'entre eux, c'est très dur de trouver un job. Je pensais qu'il n'a pas eu le choix de trouver la discussion avec lui. Boulot. Voilà, c'est très dur, vous comprenez? On ne savait pas. C'est très 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 dur pour les ministres de trouver un job. C'est très dur. Vous pouvez pas savoir comme c'est dur. C'est dur. Et ben vous montrer combien c'est dur. Hein, c'est dur. C'est un tweetos qui nous a envoyé cela. Écoutez-moi bien. On va les donner tous, et ça va être vraiment très intéressant. Bruno Le Maire, vous vous rappelez Bruno Le Maire qui disait qu'on va mettre à genoux l'économie russe. Eh bien, il a commencé une carrière de professeur de politique publique et géopolitique en Suisse à l'université de Lausanne. Bonne chance à Bruno Le Maire. Christophe Castaner, on vient de le dire. Olivier Véran, celui qui nous a tous défendus pendant la tragique comédie du Covid. Olivier Véran, ministre de la Santé, il va créer une société de lobbying nommée Innov, offrant des services variés comme stratégie, communication et mise en scène. On pensait qu'il allait être chirurgien esthétique. Non, il va s'occuper de Innov. Stéphane Séjourné à la Commission européenne. Voilà, et bien, Ursula von der Leyen lui a attribué le portefeuille de la stratégie industrielle ainsi que le poste de vice-président exécutif pour la prospérité et la stratégie industrielle. Bravo Stéphane Séjourné. Dominique Faure serait pressenti pour la présidence de l'Agence nationale pour l'innovation urbaine. Jean Castex, celui qui nous avait dit qu'il ne fallait jamais rester debout au café devant le zinc parce que à 1m50 le virus passait. Assis, on pouvait boire, mais debout, il n'était pas possible. Eh bien, il est reconduit à la tête de la RATP. Bravo Jean Castex. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, nommé ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe. Catherine Colonna, à la tête d'un groupe d'évaluation de l'ONU. François Braun occupe le poste de conseiller de la direction générale du CHR de Metz. Elisabeth Moreno, conseillère de Sanofi impliquée dans la French Tech. Benjamin Griveaux, conseiller en stratégie. Annick Girardin a rejoint l'inspection générale de l'éducation. Emmanuel Vargon, par décret du président à la tête de la commission de régulation de l'énergie. Brune Poisson a rejoint le conseil d'administration de Jetling. Françoise Parly, membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, conseil d'administration d'Air France KLM et président du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers. Félicitations. Et enfin, last but not least, pour couronner le tout, Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel. Voilà. Et c'est vrai, vous avez raison, cher président. C'est très difficile, c'est très difficile. Vraiment, pour les anciens ministres, c'est terrible, c'est laborieux. Mais voyez ce que vous faites. Vous millions de chômeurs, hein, français, vous vous plaignez, vous dites ça ne va pas. Ben faites comme eux, devenez ministre, et après vous allez voir les chemins les plus créatifs, les plus beaux, les plus esthétiques s'ouvrent à vous. Voilà. Au suivant. Voilà, une parenthèse un peu plus légère, André, à l'occasion de la fête des pères cette semaine et toute la journée, dans chaque émission sur Sud Radio, nous vous offrons un bracelet de la collection Lettres de la marque Le Vent à la française. Finition dorée, confectionnée à la main, fabriquée en France. Pour participer, c'est très simple, vous appelez le 0826 300 300. L'un de vous sera choisi au tirage au sort et nous annoncerons le gagnant durant l'émission. Restez bien à l'écoute sur Sud Radio. À tout de suite. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, nous allons parler un tout petit peu quand même de ce bateau qui a essayé d'aller à Gaza pour apporter effectivement des vêtements et surtout de la nourriture et qui a été arrêté et dont les passagers, certains sont rentrés, d'autres ne sont pas rentrés encore, et ça suscite évidemment des polémiques et des manifestations, la fameuse flottille de Rima Hassan et de Greta Thunberg, pour ne parler que des plus célèbres. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour.
là, il n'était pas question d'aller jusqu'à San Francisco. Hugo Frey était question d'aller à Gaza. Et ça n'a pas été possible. Bon, on savait de toute façon que soit on va en flottille, mais en flottille très armée, et c'est la guerre. Là, on y va comme ça, et on se fait arraisonner par les autorités israéliennes qui font l'embargo sur Gaza, en tout cas du point de vue de la mer. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que au moment même, si vous voulez, où effectivement, et heureusement, 1200 camions d'aide humanitaire sont entrés en Gaza depuis Israël au cours des 2 dernières semaines, et près de 11 millions de repas ont été transférés directement aux civils de Gaza. Une nouvelle organisation s'est mise en place. Alors, bon, il y avait, après tout, c'est légitime de manifester de cette façon, de montrer ses convictions, et puis voilà, il y a les conséquences qu'il y a. Et ce qui est intéressant quand même, ce sont comment vous dire, la dramatisation, pour ne pas parler de communication, mais évidemment la communication est devenue l'arme suprême des batailles aujourd'hui, puisque tout se passe dans l'image. Alors voilà, Rima Hassan a envoyé des tweets très très inquiétants. Si notre bateau est intercepté, arrêté, je ne veux rien savoir. Tout le monde dans la rue. C'est la nuit, tous les dangers pour nous, écrit-elle. Sur ce thread, je vais décrire toutes les heures un petit mot pour signaler que nous avons encore du réseau. Dès lors que vous n'aurez plus de nouvelles, c'est que Internet a été coupé et que Israël s'apprête à nous attaquer. Ils sont là, dit-il dans un dernier tweet, et puis c'était plein des drones qui les survolaient. Enfin, heureusement, pas d'effusion de sang, pas de blessures, pas de pertes. Mais on dit, voilà, il y a eu des manifestations qui disent maintenant libérer, et presque on dirait libérer les otages. C'est intéressant, hein, parce que quand on parle d'otages, il faut savoir de quoi on parle quand même un tout petit peu. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a dit il faut libérer. Et d'ailleurs, Manon Aubry, il y a 2 jours sur BFM TV, déjà disait, mais j'espère qu'on va faire ce qu'il faut faire. Écoutez Manon Aubry. Ce matin, moi, j'interpelle la présidente du Parlement européen avec qui j'ai eu des échanges hier, Roberta Metsola, pour lui demander d'agir, pour demander la libération de Rima Assad et de l'ensemble de l'équipage. Voilà, libération de Rima Hassan, demander la libération. Et hier, dans les manifestations, Place de la République, Jean-Luc Mélenchon et beaucoup d'autres demandaient absolument, elle est députée, elle est députée européenne, elle a l'immunité parlementaire, il faut la libérer. Mais quand même, il faut rappeler quand même, quel que soit le parti que nous avons dans cette histoire, que le gouvernement israélien, enfin les Israéliens ont demandé à expulser, ils veulent expulser tous les gens qui étaient là. L'idée, c'était comme Greta Thunberg qui est rentrée, comme mais le médecin français qui était là, qui est rentré en avion et qui est rentré en France, et Greta en Suède. Et simplement, Rima Hassan, à l'heure où nous parlons, ne veut pas rentrer. Je ne sais pas si elle veut juger, je ne sais pas si elle veut rester. En tout cas, elle ne veut pas rentrer. Il faut bien comprendre, contrairement à un Boualem Sansal ou d'autres qui voudraient bien rentrer, par exemple, en France, pour ne parler que Boualem Sansal, Rima Hassan, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ne veut pas rentrer. Peut-être qu'elle veut justement soit un procès, soit témoigner, soit continuer son action d'une manière ou d'une autre. Mais il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu de bon sens et de lucidité dans cette histoire. Il y a eu ce qu'il y a eu, très bien, on a fait les gouvernements israéliens a parlé d'un yacht selfie, c'est un peu facile, en tout cas, les passagers sont sains et saufs, c'est l'essentiel. Mais maintenant, aujourd'hui, la politique et la communication aujourd'hui est devenue la continuation de la politique par d'autres moyens, et quels moyens ? Peut-être qu'il faudrait arrêter cet épisode et passer à autre chose, n'est-il point ? Sud Radio Berkov dans tous ses états. La différence, elle te tue un petit coup, l'indifférence. Tu es l'agneau, elle est le loup, l'indifférence.
l'indifférence. L'indifférence de Gilbert Bécaud, c'est vrai l'indifférence, mais il y a pire que l'indifférence. Il y a l'aveuglement, il y a la résignation, il y a le cynisme, il y a tout ce qu'on ne veut pas voir. Hier, justement, on parlait d'Emmanuel Macron dans cette émission sur France 2. Il a été interrogé, effectivement, sur les violences. Vous voyez ce qu'il y a eu avec... on en a parlé hier longuement avec Thibault de Montbrial, Mélanie, égorgée, et puis tous les autres. Écoutez ce que répondait Emmanuel Macron. Écoutez. On ne peut pas vivre dans une société où on passe d'un fait divers à l'autre. Qui brainwash ? Certains de vos collègues, il faut bien le dire, et certains des mouvements politiques qui considèrent que c'est bon pour eux d'être tout le temps là-dedans, et qui disent au fond, vous faites jamais rien. Et donc ils finissent par rendre les gens fous, parce que les gens ont le sentiment de vivre dans un monde d'un fait divers à l'autre. Et en effet, on passe des punaises de lit le matin à un drame qui s'est passé la journée. Ça, quand même, il y a un moment, il faut s'arrêter quand même et réfléchir un tout petit peu. Hein. Donc, les faits divers pour Emmanuel Macron, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Il dit on passe des punaises de lit à un drame. Je ne veux pas dire qu'il compare l'égorgement de Mélanie et autres à l'invasion des punaises de lit, mais il y a quelque chose d'incroyable. Faits divers, ce sont des faits divers, Monsieur le Président, ou enfin des faits de société, même plus que des faits des sociétés, des segments de catastrophes et d'effondrements. C'est quoi dont on parle? Écoutez ce que disait hier chez Apolline de Malherbe, écoutez ce que disait la mère de Thomas, je rappelle que la mère d'Elias, la mère d'Elias qui sortait d'entraînement de football dans le 14e arrondissement avec son équipe de football et qui a été tuée à la machette le 24 janvier dernier. Écoutez. C'est pas la mère parisienne de l'adolescent qui joue dans un club de foot parisien, c'est tous ces jeunes-là. On aimerait que les politiques se réveillent et agissent devant... On est obligé de le constater, ce n'est pas un gros mot, ça va être récupéré ce que je vais dire, mais c'est un ensauvagement, c'est une réalité. Voilà, elle ne peut pas, elle dit oui, ça va être récupéré, mais c'est pas une question de récupération. On ne peut même pas dire ensauvagement, Monsieur le Président. On ne peut pas dire crime qui devient partie du quotidien. On ne peut pas dire que les Français ont d'abord peur pour leur sécurité que pour le fond des océans. Évidemment, c'est un problème majeur. Mais attendez, auparavant, peut-être qu'on pourrait s'occuper justement de ce qui se passe dans le quotidien. Des gens les plus humbles, les moins économiquement nantis, qui sont la preuve, qui sont la proie, de ces prédateurs, de ces violeurs, de ces tabasseurs et de ces casseurs absolument invertébrés et absolument lobotomisés. Non mais il se passe quoi là? Franchement, ensauvagement, on parle de faits divers, Monsieur le Président, de faits divers. Non, reprenons, vous savez, les mots, reprenons le sens des mots. On a une gagnante, je ne sais pas si c'est le bon moment pour le dire, une gagnante pour le jeu concours, pour gagner le bracelet de la collection Lettres de la marque Le Vent à la Française. C'est Jacqueline de Haute-Rive en Haute-Garonne, bravo à elle. Et pour tous ceux qui ont participé et qui n'ont pas gagné, vous avez toute la semaine et toutes les émissions pour le faire. Donc on attend vos appels au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. On parle beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup de patriotisme, on parle beaucoup de diversité. Et en général, on n'associe pas justement ces termes. Alors, ce sont les discussions qu'il y a depuis des décennies. Elles ont pris effectivement un rapport de plus en plus intense, de plus en plus conflictuel, de plus en plus agressif quelquefois. Et évidemment, on ne peut que le déplorer. Et se dire oui, alors il y a les patriotes, alors on parle des patriotes, effectivement, soit c'est le parti politique de Florian Philippot, soit c'est en général les souverainistes, les identitaires, etc. Et puis il y a la diversité, mais alors la diversité, justement, certains disent c'est pas possible, ils ne veulent pas s'assimiler, d'autres disent mais oui, ils veulent s'assimiler, etc., etc. Enfin, il y a vraiment, vous savez très très bien, cette France archipélisée, cette France diffractée, cette France atomisée. Eh bien, il y a quand même en ce moment, des gens,
d'un peu partout qui en ont assez, qui en ont marre et qui ont envie de parler autrement. Et avant de recevoir nos invités, je voudrais vous faire écouter. Voilà, j'ai vu ça sur Internet. J'ai vu quelqu'un qui est, comme on dit, issu de la diversité, entre guillemets. Je ne sais pas s'il a la nationalité française ou s'il ne l'a pas. Je pense qu'il est français, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'il a à dire. Écoutez. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi les Français votent le Rassemblement National. Ils ont raison. Ça fait 3 jours, je garde le silence, je dis rien, juste je regarde. Des arrêts de bus cassés, des magasins dévalisés, des chauffeurs de bus, à l'hôpital, un pompier, vous avez tabassé un pompier, le pompier demain c'est lui qui va venir sauver ta mère quand elle est en train de mourir. Ton père il est bloqué, il est en train de tomber d'un étage, c'est lui qui va venir lui sauver la vie, vous êtes parti frapper un pompier. Mais qui fait ça? On est le cirque. La France, c'est le cirque du monde entier. Tout le monde nous voit comme des clowns. Après, c'est normal, on a un président qui se fait gifler en plein public par sa femme. Il est plein de matchs, il s'en fout de tout le monde. C'est ça, fêter la victoire du Paris Saint-Germain, c'est ça, fêter la Champions League. Vous êtes des animaux, des singes. Ils ont raison de voter le Rassemblement National. Oui, ils ont raison. Et la vie de ma mère qu'ils ont raison. Voilà, c'est provocateur, c'est fort, c'est quelqu'un qui part à le visage découvert, puisque on voit son image sur Internet, et il dit ceci. Alors, voilà, je voudrais vous présenter les fondateurs d'un nouveau mouvement, appelons-le mouvement ou association ou parti en attendant, pas parti politique bien sûr, les patriotes de la diversité. Alors Enda Ayari, bonjour. Bonjour. Enda Ayari, vous avez déjà écrit, vous avez un parcours très très fort, on en a déjà parlé ici et ailleurs d'ailleurs. Vous avez eu une enfance pas si simple que ça, vous avez été salafiste, vous avez un jour changé, un jour et plusieurs jours, vous avez eu des rencontres très fortes. En tout cas, on va parler de cela, mais on va surtout parler de cette formation parce que vous êtes venu à conscience de se dire on ne peut pas être dans, je dirais, dans un voile, je ne dis pas sous le voile, mais dans un voile qui soit intellectuel, qui soit mental, qu'il soit politique ou religieux, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, ça vaut pour toutes les religions et tous les intégrismes de toutes les religions. Ben, bonjour. Vous êtes, bonjour. On vous appelle Ben le Patriote. Exactement. Donc, pas besoin d'expliquer. Vous êtes créateur de contenu. Tout à fait, ouais. Et Guy Courtois, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'un think tank d'urbanisme, mais dans urbanisme, il y a urbain. Absolument. Et il n'est pas mauvais, effectivement, qu'on se penche vers des légendes urbaines qui ne soient pas que des légendes de ghetto ou des légendes de violence. Donc, d'abord, je voudrais savoir, peut-être je voudrais m'adresser à Enda Ayari, patriote de la diversité, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, c'est simple, ce sont deux termes qu'on a tendance à opposer. C'est ce que j'ai dit, oui. Les patriotes et la diversité, moi j'ai voulu les rassembler, ces deux termes, parce que ce sont des termes qui ont été dévoyés, qui ont été utilisés par des courants politiques, notamment le terme patriotisme. Souvent, quand on ose dire qu'on est patriote, on est souvent taxé d'extrême droite. Fasciste, réac, on est voilà, exactement, c'est ça. On est quelqu'un de on est mal vu en fait. C'est comme si ce terme était tabou en fait, que c'était devenu une honte de dire qu'on était patriote, qu'on est fier de porter le drapeau français. Des gens n'osent pas aujourd'hui parce que ils ont peur d'être tout de suite catalogués d'extrême droite. Et le terme diversité, en fait, c'est souvent un terme qui est utilisé par extrême gauche, qui utilise justement ces populations qui sont issues de la diversité pour justement les victimiser, leur faire croire que la France est un pays de racistes, systémique. Exactement, et que finalement ce sont eux les sauveurs de ces communautés. Et donc moi j'ai voulu en fait faire un pied de nez ces personnes qui manipulent justement ces mots pour réunir, pour rassembler, et donc j'ai rassemblé ces deux termes, diversité, patriotisme, les patriotes de la diversité. C'est très clair. Dans le logo, il y a deux mains qui se serrent.
une main blanche et une main noire. Et le but, donc ça veut tout dire, c'est français, enfin sur les bleus, sous bleu, blanc, rouge. Exactement. Quoi. Voilà, rassemblons. Le but, c'est de rassembler et de lutter contre ceux qui nous divisent et contre tous ces courants extrémistes. Montrez-nous. Je ne sais pas si vous avez un. Ouais. Alors. Attends, est-ce qu'on peut, Julia, oui, non, ça va, bougez pas. Ben, dites-moi, alors, pour vous, c'est quoi, que signifie enfin, qu'est-ce qui vous a amené justement, à fonder cela, enfin, à adhérer à cela? Moi, c'est mes débuts dans les réseaux sociaux. J'étais pas trop réseaux sociaux, et j'ai mis le nez dedans, et je me suis rendu compte de la violence qu'il y avait dans les réseaux sociaux. J'avais des choses à dire. Et moi, avant de rentrer chez les pompiers, parce que je suis pompier militaire, c'est mon métier. Vous êtes pompier militaire, je suis pompier militaire. Métier, oui. Mon père m'avait toujours dit, non mais t'es algérien. Et je pensais vraiment que j'étais un étranger dans mon pays, en fait. Et en rentrant à l'armée, en faisant les couleurs tous les jours, en levant les drapeaux, en chantant la Marseillaise, je me suis dit, quel merveilleux pays, je suis de ce pays, je fais partie de ce pays et je suis français. Ensuite, j'ai commencé à dire ce que je pensais sur les réseaux sociaux. Et lorsque j'ai dit je suis fier d'être français, avec mon physique qui est le mien, un peu bronzé, on m'a tout de suite insulté. Traître, harki, vendu. Et je me suis dit, là, il y a un vrai problème à régler en France. Vous avez tout de suite une vague, ce qu'on appelle un shitstorm dans le langage des plateformes. Vous avez eu un shitstorm d'hostilité, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, et je me suis dit, il y a un vrai problème parce qu'en fait, on peut pas être français d'origine algérienne. Je suis fier de mes origines, d'ailleurs. Bien sûr. Mais je suis encore plus fier d'être français. On n'a pas le droit d'être ça. Il faut choisir un camp. On a l'impression qu'il faut choisir. Soit tu es algérien, soit tu es français. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'avec Enda, on s'est réunis. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme nous. Il y a des gens, mais qui ont peur de s'exprimer. Et là, on a dit, on va faire quelque chose et petit à petit... des gens qui viennent de partout, d'issus de la diversité, comme on dit, d'Algérie, de Tunisie, d'ailleurs, ou d'Afrique, etc. Mais qui ont peur, parce que c'est vrai, de s'exprimer quand d'autres disent « ouais, France raciste » et tout ça. On a même des Français de souche, je veux dire, qui ont honte de dire qu'ils sont français presque, de dire qu'ils n'ont pas d'origine. Et les Français de la diversité, ça réunit tout le monde, pas seulement les Français de telle ou telle origine. Bien sûr. Oui, c'est ça. C'est la fierté. Que la diversité. Vous êtes Français de partout. Exactement. Et le but, c'est de réunir un maximum et de retrouver cette fierté-là. Et je pense que quand on retrouve cette fierté-là, on retrouve de la cohésion dans notre pays. Alors vous avez même accepté un Français de souche, Guy Courtois. Je trouve que vous avez preuve d'une mansuétude tout à fait remarquable. Alors, Guy Courtois. Alors, pas tout à fait Français de souche, parce que j'ai également des origines italiennes. Donc je suis parfait. Je suis franco-italien. Et alors moi j'ai voulu en fait cofonder ce mouvement avec Enda et Ben le Patriote, parce que c'est pour moi en fait la continuation d'un engagement depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans. Toute ma vie, je me suis engagé contre le racisme. Quand j'étais jeune, moi, j'avais une mère socialiste militante et qui avait fondé une association de lutte contre le racisme qui s'appelait Musique et couleurs de tout pays. D'accord. Et moi, j'ai grandi à Meudon, et donc à Meudon, il y a une zone qui s'appelle Meudon-la-Forêt où il y a beaucoup de gens de communautés étrangères. Et effectivement, il y avait plus d'une trentaine de nationalités représentées à Meudon. Et je me souviens quand j'étais enfant, il y avait cette idée, on rassemblait toutes les nationalités, et pendant 3 jours, on dansait, on chantait, et il y avait des tables avec des mets culinaires de toutes les nationalités. Et l'idée, c'était de rassembler, lutter contre le racisme. Et toute ma vie, je me suis engagé là-dedans. J'ai donné pendant de très nombreuses années des cours gratuitement à des enfants issus de l'immigration. J'ai également été président de plusieurs entreprises, donc certaines entreprises avec plus d'une centaine de salariés, et j'avais mis en place, à l'époque, je pensais que c'était la bonne chose à faire, des plans de discrimination positive, parce que j'avais le sentiment que c'était une façon de faire avancer la société. Et après 30 ans de combat, force est de constater qu'il y a une forme d'échec dans ce combat que j'ai mené depuis tout le temps, et qui est
au cœur de mes pensées parce que je suis profondément antiraciste. Je comprends. Et donc, comment faire aujourd'hui? Voilà. Et je me suis dit, il faut parler vrai. Maintenant, il y a un moment donné, il faut arrêter de toujours vouloir trouver des excuses, toujours dire oui, mais c'est pas de leur faute et tout ça. Non, il y a un moment donné, il faut accepter qu'il y a des vrais problèmes et il faut en parler sans langue de bois parce que sinon on n'y arrivera pas. Et donc je me suis dit, ce nouvel engagement, c'est la continuation de mon combat contre le racisme, mais avec une approche différente C'est toujours et plus que jamais un combat contre le racisme, mais c'est un combat contre les faux semblants, contre les enfumages et contre les alibis. Absolument. On va continuer d'en parler avec vous trois, effectivement. Et si vous avez envie de... C'est très important. Je crois qu'il se passe quand même des choses importantes de ce point de vue-là, dont Patriotes et Diversité fait partie. On se retrouve après une petite pause. Et si vous avez envie d'intervenir, 0826 300 300, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Voilà, je l'ai là, c'est Patriotes de la diversité. Vous voyez, c'est demain, 3 couleurs, et puis 3 mots, et on peut le dire. Donc, on va peut-être essayer de comprendre, justement, vous avez commencé à le faire, Enda Ayari, au fond, votre parcours, je pense que c'est tout votre parcours. On va pas le retracer complètement, il faudrait des heures, mais c'est tout votre parcours qui vous a amené à ça, parce que vous avez eu une jeunesse, vous avez un mariage avec un salafiste, vous avez été pendant des années effectivement dans cet environnement, et puis vous avez effectivement abandonné cela après beaucoup de difficultés, et votre combat a été un très très fort combat. Dites-nous au fond, peut-être pas tout, mais je veux dire tout l'itinéraire, mais quand même, qu'est-ce qui vous a amené à vous dire aujourd'hui, il faut vraiment réconcilier, vous l'avez dit, ces deux notions. Mais qu'est-ce qui, dans votre vie, vous a amené à ça ? C'est simplement mon parcours, mon expérience, parce que moi je suis, j'ai la. Vous êtes algérienne d'origine. Je peux dire que j'ai la malchance et la chance d'être issue déjà de l'immigration. Oui. Vous êtes père algérien, mère tunisienne, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Donc je suis née en Normandie et c'est vrai que je suis riche de cette culture, de mes origines, mais je dis aussi que je suis riche de ma nationalité française. Je me sens française. Je suis née en France, j'ai grandi en France, je parle français, j'ai la culture française, et c'est vrai que quand j'allais en vacances en Tunisie, je me sentais un peu, je me sentais pas forcément chez moi. C'est le pays d'origine de ma mère, mais j'ai jamais vécu là-bas. Et puis c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me sentais pas vraiment française parce que j'avais un discours aussi où j'entendais qu'on n'était pas français, qu'il fallait, les anciennes générations étaient très attachées à leurs origines, mais respecter. C'est-à-dire que moi, mes parents respectaient. Ma mère portait pas le voile. Votre mère disait, nous, on n'est pas français. Mais quoi, c'est vrai que elle était très très attachée à ses origines. Et donc moi, j'étais dans le questionnement parce que je savais pas qui j'étais, je savais pas de quelle origine j'étais vraiment, si j'étais française. Mais qu'est-ce que c'est être maghrébine ? Qu'est-ce que c'est être est-ce que je suis algérienne parce que mon père est algérien ? Est-ce que je suis tunisienne parce que ma mère le revendique et dit que sa fille est tunisienne ? Enfin, est-ce que je suis arabe ? Je savais pas tout ça, donc j'étais un peu perdue, j'étais en quête de sens, en quête d'identité, et puis malheureusement pour moi j'ai subi ce qu'a subi ma mère, parce que c'était plutôt culturel que religieux, c'est-à-dire le mariage imposé se faisait de génération en génération, et c'était quelque chose de normal à l'époque. Moi je l'ai vécu parce que ma mère pensait que pour mon bien il fallait marier sa fille, et elle l'a fait dans un but de protection, parce qu'elle considérait que la société française était dangereuse, que c'était une société de débauche, que sa fille était en danger dans les rues. Et donc c'est vrai que j'ai décidé de porter le voile à un moment en pensant que ce voile me permettrait aussi de m'identifier, me permettait aussi de sentir que j'appartenais à une famille, à une communauté, la communauté musulmane. Et à l'époque j'idéalisais beaucoup. Je pensais vraiment que dans l'islam je trouverais les réponses à mes questions. Donc c'était quelque chose qui m'avait vraiment aidée parce que j'avais vécu une enfance difficile à cause du divorce de mes parents, le fait que je me sentais rejetée parce que j'étais la seule enfant issu du mariage de mes deux parents.
C'est ça. Et qui avaient leurs enfants respectifs. Ils avaient chacun des enfants respectifs avec des conjoints de la même origine. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu le vilain petit canard. Et donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à pratiquer l'islam, je me suis dit, en fait, c'est vrai que cette société est dangereuse. C'est vrai que, j'ai été un peu programmée à ça, en fait. Et donc, finalement, je suis passée de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire, je suis passée dans l'islamisme, puisque moi, j'ai eu la malchance d'être mariée à un salafiste. Donc pendant 10 ans, salafiste pur et dur. Pur et dur, et pendant 10 ans, pourtant il est né en France, je veux dire, il est d'origine tunisienne, mais il est originaire de Lyon. Et c'est vrai que du jour au lendemain, comme à la mosquée, il a fréquenté des hommes où il y avait vraiment des prêches très très c'était vraiment l'époque où le salafisme se développait en France dans les années 90, et c'était partout dans les mosquées en France. Donc ça a été rapide, c'est-à-dire que sa conversion au salafisme a été très rapide. Lui, il était maton de prison. Et du jour au lendemain, il s'est fait pousser la barbe. Il était surveillant de prison. Il était surveillant de prison, et du jour au lendemain, il est devenu salafiste. Donc il a coupé, c'est-à-dire qu'à partir de là, il a vraiment été, je pense, je sais même pas. Pour moi, c'est une secte. Donc il est rentré là-dedans, et puis malheureusement pour moi, il m'a fait subir un lavage de cerveau. Et donc pendant 10 ans, j'ai été coupé du monde. C'est-à-dire j'étais coupé de la société. Je n'avais plus aucun contact avec le reste de la société, à part la communauté salafiste. Donc je lisais uniquement des livres sur le salafisme, je n'écoutais plus la radio ni la télé. Enfin, c'était. Et qu'est-ce qui a fait à un moment donné, encore une fois, on est désolé de faire des raccourcis, mais c'est juste, qu'est-ce qui a fait à la suite d'un certain nombre de choses que vous avez coupé? Ça n'a pas été, ça a été progressif, etc., bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait vous dites non, c'est pas ça, ça peut pas être ça. Ce qui s'est passé, c'est que déjà ça a été progressif. D'abord, j'ai divorcé. Donc, je vais pas raconter mon histoire, ce serait trop long. Mais ça a commencé par un divorce. L'objectif, c'était de sauver mes enfants. Moi, ce qui m'a poussé à divorcer, c'est que mon ex, parce que dans le salafisme, il faut savoir que le djihad est très important, et on pousse les gens à entretenir un sentiment de haine à l'encontre des mécréants, que ce soit les juifs, les chrétiens, les athées, les femmes qui ne portent pas le voile. On a vraiment c'est vraiment une... On nous pousse en fait à haïr la différence, ceux qui sont différents. Et donc après, effectivement, je me suis rendu compte que dans le salafisme, un bon salafiste, c'est quelqu'un qui prône le djihad, qui prône le terrorisme. Et donc moi, à un moment donné, j'ai posé une question. Enfants, voilà, je lui ai demandé si le djihad était obligatoire, c'est-à-dire la guerre sainte, et il m'a dit oui. Donc je lui ai demandé ce qui allait devenir nos enfants. Il m'a dit effectivement, si un jour il faut le faire, ils iront. Et pour notre fille, il avait prévu qu'elle porte le voile à l'âge de 7 ans et de la marier à l'âge de 14 ans. Et donc, pour sauver mes enfants, là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, c'est impossible, je ne peux pas laisser mes enfants... je peux pas faire subir à mes enfants ce que moi j'ai subi. Et donc, je me suis enfuie. Donc, je raconte tout ça dans mon premier livre. Jusqu'au jour... 2 livres. J'ai écrit 2 livres. Et jusqu'au jour, en fait, malgré le divorce, j'avais quand même des idées salafistes. Parce que c'est vraiment une emprise, c'est comme une secte, en fait. On sort pas d'une secte du jour au lendemain. J'étais persuadée que j'irais en enfer, si je retirais le voile, enfin... Et un jour, en fait, ce qui a été le grand déclic qui m'a poussée à divorcer définitivement du voile et du salafisme, ce sont les attentats de Paris. Les images, le sang versé, les morts, les innocents, les terrasses, le Bataclan. Vous voulez dire Charlie Hebdo et le Bataclan. Voilà. Et là, surtout les terrasses, parce que je me suis dit, en fait, ils ont tiré à l'aveugle. Ce sont des monstres. Ils n'ont pas cherché à savoir qui était dans les terrasses. S'il y avait des enfants, des personnes âgées, des musulmans, des chrétiens. Ils ont tiré, ils ont massacré des innocents. Et ça, pour moi, c'était trop. C'est plus possible d'aller. C'est à ce moment-là que j'ai dit stop et que j'ai décidé de m'engager publiquement contre l'islamisme, pour le dénoncer, parce que je suis passée par là. D'accord, et c'était en 2015. C'était il y a 10 ans. Exactement. On va continuer à en parler avec Ben le Patriote, avec Guy Courtois et avec évidemment Enda Ayari. Tout de suite après cette petite pause, je vous rappelle 0826 300 300 si vous voulez intervenir ou poser des questions à nos invités. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est Brigitte.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Les patriotes de la diversité, oui, un nouveau mouvement, mais qui effectivement, on le sent très très bien, d'ailleurs nous, à travers nos auditeurs, à travers un certain nombre de gens que nous recevons et qui nous envoient des mails et qui parlent à Sud Radio, ça existe, ça se passe en disant mais arrêtez, il y a d'autres choses à faire, d'autres pistes à explorer. Alors je voudrais que vous approfondissiez un peu ça en disant au fond voilà, bon, c'est extraordinaire. D'un côté, on a des bons petits bourgeois français blancs, bobos et compagnie qui disent ouais, les Français de souche, ça n'existe plus, c'est une fin de race. Hein. Et puis d'un autre côté, les gens qui disent ah ouais, mais ça suffit, trop d'immigrés, trop de ceci, trop de cela. Et on a l'impression même pas d'un dialogue de sourds, de gens qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, qui sont dans leur bulle. Exactement, on a l'impression de toujours devoir choisir un camp. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui en France, c'est qu'on peut pas être... On a le devoir d'être plus réfléchi que ça, en fait. On a le devoir de réunir. Et moi, ce qui me frappe, c'est après la finale du PSG. Où là, parce que moi, je suis vraiment dans les réseaux, je suis constamment en train d'analyser. Et je me suis dit, il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement parce que les influenceurs français de telle ou telle origine ont dit qu'ils en avaient ras-le-bol, quoi. Ah, vous avez entendu ça beaucoup, souvent? Je n'ai jamais vu ça. Ah ouais. Je n'ai jamais vu ça. J'étais un des seuls, on était peut-être 3-4 influenceurs à en parler régulièrement. Ouais. Et après, d'ailleurs, il y a d'autres Français, mais Français blancs qui en parlaient, mais qui étaient traités de racistes. Mais des Français de telle ou telle origine, de telle ou telle couleur de peau, ils n'avaient pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience, ils se sont mis à parler, quoi. Ah oui, mais je n'ai jamais vu ça. Et ces derniers temps, et je pense qu'ils vont encore prendre la parole, ils avaient peur, il y a les followers derrière qui critiquent, etc. On fait pas beaucoup de vues lorsqu'on parle de sujets sensibles. Et là, ils ont dit, mais c'est pas grave, on y va. Et bizarrement, ces vidéos ont cartonné sur tous les influenceurs qui ont parlé de ce sujet-là. Et c'est pour ça, ça encourage les gens à dire stop, on en a tous ras-le-bol. Et je souhaite que cet effet boule de neige grossisse jusqu'à un point où on pourra enfin se réunir et dire stop, tous ensemble. Et il disait quoi? Il disait un peu ce que disait, vous savez, la personne qu'on a donnée en début d'émission, qui est un tweetos sur les réseaux sociaux. Il y a une personne qui disait c'est toujours les Noirs et les Arabes. Lui, il était français d'origine maghrébine, hein. Il disait ça fait mal au cœur, mais c'est toujours pareil. On peut plus nier, en fait. Alors, il y a une personne qui a dit toujours les... Attendez, c'est que je retrouve la phrase. Toujours les mêmes. Non, pas tous les mêmes, mais toujours les mêmes. Pas tous les mêmes, mais toujours les mêmes. Ouais. Et quelque part, c'est ça qu'on doit dénoncer, parce que une personne blanche qui dit ça, c'est une personne raciste. Mais par contre, de dire que nous, on est français d'origine maghrébine, on est français avant tout, et que on dénonce ça, justement, c'est ça qui va faire en sorte qu'on sera ensemble et qu'on pourra dénoncer sans être agressé. Mais est-ce que vous n'avez pas toujours le cœur des vierges, enfin des vierges folles, qui vous disent ouais, mais vous êtes l'arabe de service, vous êtes le noir de service, vous voulez Bounty, hein. Est-ce que vous entendez ça ou il y a des gens qui disent allez, c'est plus ça, allez vous faire voir. Enfin, on l'entendait énormément. Ouais. Mais ça change, c'est en train de changer. Parce que là, en fait, on comprend pas pourquoi les deuxième, troisième générations ils ne connaissent rien de leur pays d'origine se disent encore qui sont de ces pays-là. Un Français d'origine algérienne de troisième génération ne connaît rien d'Algérie, ne sait pas parler l'arabe et se dit algérien. Et quand on dénonce ça, au début on était insultés. Oui, par des gens d'extrême gauche. Et maintenant, non, c'est en train de changer. Et c'est pour ça que je veux absolument, là c'est vraiment mon but aussi, et avec les patriotes de la diversité d'ailleurs, c'est absolument de se réunir et que justement on fasse taire ces gens-là qui nous insultent à longueur de journée lorsqu'on dit qu'on aime la France. C'est surtout ça le but aussi. Guy Courtois, alors vous, le français de souche, non, plaisante, vous dites, vous en fait, quand vous voyez l'initiative de Ndayari, de Ben, et auquel vous vous êtes associé, au fond, c'est un devoir de tout le monde, quoi. Français, pas français, blanc, noir, maghrébin. Vous avez dit vous-même, votre mère vous a élevé dans l'antiracisme et vous l'y êtes. Mais au fond, comment on peut, enfin pour vous, surmonter de façon très concrète, très efficace, cette espèce de mur
je dirais, de haine à un certain côté, mais aussi d'incompréhension et, je dirais, de surdité, quoi, quelque part. Justement, je pense que la haine vient du fait de ne pas parler des choses réelles qui se passent dans la société. Et je pense que le principal mot, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes et certains partis politiques, en fait, vous traitent immédiatement de racistes si vous parlez de ces problèmes-là. Or, le nombre de personnes que je connais qui sont profondément antiracistes et parce qu'ils osent parler de cela se font traiter de racistes, parfois de nazis ou autres, c'est juste délirant. Et ça, c'est plus acceptable. Donc moi, je pense que la seule façon, et c'est pour ça que je me suis engagé dans ce mouvement, je pense que la seule façon justement de résoudre les problèmes, c'est d'identifier le mal. Et moi, j'ai été consultant en stratégie pendant 25 ans dans ma vie. Quand on fait du conseil en stratégie, la première chose qu'on fait, c'est un diagnostic du problème avant de proposer des solutions. On sait aujourd'hui, il est diagnostiqué le problème aujourd'hui. Et justement, il faut en parler. Et moi, je vais vous raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée, qui est très révélatrice. Mon mari est chinois et on habitait à Lyon. Et il s'est fait agresser 3 fois à Lyon, en particulier par des musulmans. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui, il existe un racisme extrêmement fort anti-asiatique qui vient de la communauté maghrébine. Et une fois, mon mari est venu me voir, il m'a montré c'était sur Instagram, il y avait marqué tous les maghrébins de France descendaient dans la rue pour tuer les Asiatiques, 1 million de likes. Donc là, j'ai pris conscience, j'ai dit, ah mais alors là, il y a vraiment un très 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 gros problème. Et le problème était tel, et pourtant j'aime beaucoup Lyon, c'est une très belle ville et on y fait de très belles choses, mais le problème était tel que mon mari m'a dit, je ne veux plus vivre dans cette ville. Et donc nous avons déménagé. Et donc on voit bien le côté dramatique. Donc il y a un moment donné, la profondeur du problème, c'est-à-dire que ça nous a obligés à déménager. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Donc parlons des problèmes afin de les résoudre. Et c'est pour ça qu'on s'est unis tous les 3 pour parler des problèmes. Et pour essayer, en tout cas, pas seulement vous, de les résoudre. Bien sûr. Je crois que nous avons un on accueille Olivier qui appelle de Lyon. Oui, de Lyon justement. Olivier, bonjour. Oui, bonjour André, bonjour à vos invités. Lyon, effectivement, c'est une belle ville. Oui. Moi d'abord, je veux dire merci à madame, merci à monsieur de faire ce mouvement. Il faut résister, il ne faut pas lâcher l'affaire. Moi, je suis d'origine marocaine, je m'appelle Olivier, j'ai francisé mon prénom par amour de la France. Moi, je suis patriote dans l'âme, vraiment dans l'âme. Et j'ai l'impression que ce problème d'intégration, puisque tout à l'heure Ben il ne comprend pas pourquoi la 2e, la 3e, la 4e génération, elle n'arrive pas à s'intégrer en France. Moi, je crois que c'est un problème religieux. Quand vous insultez les mécréants 5 fois par jour, les juifs et les chrétiens, on ne peut pas aimer ce beau pays. On ne peut pas. C'est pas possible. Et moi, j'en veux beaucoup à nos politicards qu'ils ont été très sévères par rapport à la religion chrétienne pour la laïcité, mais par contre, ils sont très, très arrangeants par rapport à la religion musulmane. J'ai rien contre, parce que moi, je suis quelqu'un de athée, mais tant que cette intégration, je veux dire, de ces gens-là qui tiennent à la religion, ils mettent la religion avant le patriotisme. Et c'est ça le problème. Il faut qu'on soit vigilant là-dessus. D'accord. Et parfois, quand les frères musulmans, ils sont interdits dans d'autres pays musulmans, ils sont pas interdits en France parce que personne n'ose le faire. Voilà. Et moi, je dis à madame et à monsieur, merci beaucoup de créer Hier, moi, j'ai adhéré d'ailleurs. J'ai adhéré. C'est très bien. Je serais partant d'être représentant sur Lyon. Eh ben, c'est parfait. Vous voyez, voilà, vous faites les patriotes de la diversité, c'est sur Internet. C'est ça. Et d'ailleurs, je crois que vous allez solliciter, vous attendez les dons, bien sûr, on va en parler aussi. Mais auparavant, je crois que nous avons Adrien, qui appelle Adrien de Brest. Adrien, bonjour. Oui, bonjour André. Bonjour. Merci encore pour vos super invités. Merci à vous. On se sent moins seul en tant que patriote. Ouais, ben vous voyez. Je tenais à dire d'abord que moi j'ai servi 4 ans au sein de la Marine nationale. Oui. Et donc on nous apprend les valeurs fondamentales de l'armée française. La valeur, la patrie, la discipline. Oui. C'est ce que Ben a eu dans l'armée avec les pompiers, oui. Exactement. Exactement.
Et je trouve que dans nos armées, on a des personnes franco-tunisiennes, franco-marocaines, franco-autres, qui font preuve de courage et de dévouement envers la patrie. Ouais. Et il faut continuer comment dire. Attendez, Adrien, il y a des petits problèmes en tout cas, on vous a entendu, il y a un petit problème de son ou de transmission. Juste, je crois que nous avons juste après. Loïc qui appelle d'Avignon, si je ne me trompe pas. Nous avons Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour André. Merci beaucoup pour votre émission et votre travail. Merci. Donc, je voulais aussi féliciter vos invités pour leur mouvement parce que c'est un mouvement qui semble évident. Et pourtant, il fallait y penser, il fallait aller au bout, et c'est peut-être le début d'une solution. Donc, finalement, je regrette un peu que tous les partis politiques ne partent pas là-dessus, avec ce prisme, parce que ça va être comme ça qu'on voit les choses. Vous avez raison. Le problème des partis politiques, trop souvent, je ne généralise pas, ce sont des fonds de commerce qui cherchent leur clientèle. Exactement. Et la clientèle doit être diversifiée, au mauvais sens du terme, justement. Exactement. On devrait même faire pareil avec les patrons et les salariés, parce que ils sont souvent opposés pour rien, et artificiellement, et on est pourtant souvent dans le même camp. Bref, donc j'avais une question à poser donc à vos invités. Allez-y. Justement par rapport aux partis politiques, puisqu'ils veulent se différencier des extrêmes, et quelle est leur position quant au Rassemblement national? Est-ce qu'ils considèrent que c'est un parti extrémiste ou voilà, quelle est leur position là-dessus? Alors, vous allez tous les trois qui veut en parler. Ben, vas-y. Ok, allez, on me laisse. Allez-y. Moi, je vais peut-être surprendre ou choquer des gens, mais à chaque fois que justement on dit les gens du Rassemblement national sont racistes, moi ça me choque. Personnellement, je ne suis pas du Rassemblement national, mais je trouve que stigmatiser en jetant immédiatement l'anathème vous êtes raciste, je trouve ça justement, c'est ce contre quoi nous luttons. Je trouve que c'est ridicule et ça ne permet pas justement de faire avancer le débat. Si aujourd'hui il y a plus de 40% des gens en France qui votent pour le Rassemblement national, je peux pas penser qu'il y a 40% de gens en France qui sont racistes. Et d'ailleurs, je pense pas non plus que la très très grande majorité des élus soient racistes au Rassemblement national. D'accord. Je voudrais juste avoir Enda, qu'est-ce que vous par rapport à la question de Loïc? Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire, d'abord, est-ce que je complète peut-être ou j'ajoute à la question de Loïc, est-ce que vous pensez un jour devenir un parti politique, entrer en politique et vous manifester en politique? Soyons très clairs. Pour l'instant, faut savoir que nous sommes un parti apolitique. En fait, on n'est même pas un parti, on est une association. Un mouvement de citoyens. Personne n'est apolitique. Voilà, pour l'instant, on n'adhère à aucun parti et on est proche d'aucun parti. Pour le moment. Exactement. Pour l'instant, on ne soutient aucun parti. On peut discuter avec tout le monde. On est ouvert à la discussion avec tous les partis. Il n'y a aucune exclusivité. On tient à rester neutre et indépendant. C'est justement ce qui fait notre force et notre richesse, c'est qu'on est issus de tous les horizons. Il y a des gens aussi bien de la gauche que de l'extrême droite, du Rassemblement national, de chez Reconquête qui nous ont contactés, des gens, les Républicains, des personnes qui sont déjà, qui adhèrent déjà à certains partis politiques. Et nous, on est ouvert à tous parce que ce qu'on veut, c'est rassembler. On veut lutter contre ceux qui divisent. Notre objectif, c'est vraiment de rassembler toutes les bonnes volontés qui défendent les valeurs de notre cher pays, la France. Moi, généralement, c'est pour ça que je vous dis que j'analyse beaucoup les réseaux sociaux, c'est que ceux qui votent Rassemblement national, ce sont aussi des gens qui votaient dans les années 80 à gauche, par exemple. Parti communiste même, faut le dire. Exactement, et qui me disent, mais nous, on n'est pas racistes, on t'aime, nous, on veut juste être fiers de notre pays, être fiers d'être français. Et aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. C'est plus ça, en fait. Et je pense que ce sont des gens en colère qui en ont marre et qui veulent retrouver justement ces valeurs-là. Et quand je vois que lorsqu'on met le drapeau français, on dit tout de suite RN, extrême droite,
Mais ce drapeau français appartient à tout le monde. Absolument. Non mais on voit l'aberration qui est arrivée, que si on prend un drapeau français, on est automatiquement d'extrême droite. Non mais quelle aberration mentale. Mais c'est une folie. Ah oui. Mais la gauche, l'extrême, tout le monde devrait revendiquer le drapeau de sa nation. Regardez aux États-Unis, il n'y a pas une maison, il n'y a pas le drapeau américain. Enfin, pour moi, ceux qui rejettent ce drapeau, c'est ceux qui ont honte d'être français, et c'est eux qui font honte à la France, tout simplement. On est d'accord, on va prendre une petite pause avant de reparler, patriotes, de la diversité. À tout de suite, et on prendra Loïc et Franck, il n'y a pas de problème. Voilà. Sud Radio, tous ses états. Voilà, le rassemblement, c'est très, très, très important. Vous savez, comment s'appelait le parti d'un certain général de Gaulle? Le Rassemblement du peuple français. Ça n'a rien perdu de son éclat, ni de son charme, le Rassemblement du peuple français, même si c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Mais ce n'est pas nécessaire d'entreprendre pour espérer. Et c'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Alors justement, je crois que nous avons Franck. Oui, on a Franck de Paris. Oui, de Paris. Franck, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour André, bonjour à vos invités. Bonjour. On vous écoute, Franck. Voilà. Alors, je les ai écoutés avec un immense plaisir, et je me félicite d'entendre des gens issus de la diversité avec ce discours, car je pense qu'ils sont ultra minoritaires dans cette diversité. Mais je me posais une question à les écouter, parce que ils nous ont fait part de leur amour de ce pays qui est ce qu'il est, et ils l'aiment pour ce qu'il est, j'imagine. Ouais. Et en suivant leur raisonnement, si jamais il y avait un renversement démographique et que la diversité devenait ultra majoritaire, est-ce que ce serait pour autant toujours la France? Et j'aimerais savoir ce qu'ils en pensent. D'accord. De ça, parce que c'est la phrase de De Gaulle. Vous avez cité De Gaulle. Oui, bien sûr. Ça reste quand même un pays blanc, chrétien, etc. Oui, non, mais Franck, c'est une question en tout cas qui mérite d'être posée. Qui veut répondre? Si effectivement il y a un changement démographique massif, je dis pas demain, mais après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, ce qui est, on le voit en Angleterre, on le voit en Belgique, quelque part, et ce n'est plus. Alors, est-ce que ce n'est plus la France telle qu'on la connaît et qu'on l'aime? Qu'en pensez-vous? Alors moi, j'ai peut-être choqué en répondant ça, mais pour moi, la France, ce sont des valeurs. Pour moi, la France, c'est la philosophie des Lumières. C'est Rousseau, c'est Voltaire, c'est vraiment toutes ces valeurs-là sur lesquelles nous avons construit notre socle républicain, nos valeurs. Et c'est pour moi, c'est ça la France. Moi, j'ai créé une société parmi les différentes sociétés que j'ai créées à La Réunion. Oui, et lorsque je vais à La Réunion, les gens ne sont pas blancs et c'est la France et ils partagent totalement nos valeurs. Donc pour moi, la question j'allais dire même la question de la couleur de la peau ne devrait même pas se poser. C'est vraiment les valeurs. Je comprends. La question qu'il posait en dessous, c'était pas tout à fait ça. C'est de se dire s'il y a des gens qui n'ont pas ces valeurs-là, qui n'ont pas, comme vous l'avez, comme un certain nombre de gens, qui ont d'autres valeurs, et après tout, c'est légitime pour eux, et qu'ils deviennent majoritaires, si jamais ça se passe. C'est pour ça que je dis tout simplement que la laïcité doit être appliquée. Donc, et si on veut vivre ensemble, c'est pas en imposant une religion, que ce soit les musulmans, les chrétiens. La France est historiquement chrétienne. On le voit dans le paysage français, et elle doit rester telle qu'elle. Mais c'est vrai que pour vivre ensemble, il ne faut pas afficher sa religion. Il y a des lieux de culte, même pour les musulmans, il y a énormément de mosquées. La religion est privée, c'est exactement. Ça. Donc, il y a forcément du changement. La couleur de peau ne doit pas, par contre, causer de problème. Bien sûr. Le vivre ensemble, c'est accepter qu'une personne soit de telle ou telle couleur. Évidemment. Et accepter la culture française. La France, c'est un pays qui a été bâti sur la chrétienté, etc. Et il faut respecter cela. Enda Ayari, vous qui êtes française et qui êtes française née en plus à Rouen, normande. alors avant d'aller revoir votre Normandie, qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est-à-dire si effectivement, la question que pose Franck, s'il y a des gens qui ont les valeurs, par exemple, de votre ex-mari, alors je ne dis pas que ce sera la majorité, je dis c'est une hypothèse. Qu'est-ce que vous pensez? Comment faire dans ces cas-là? Ou comment faire? D'abord, ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que déjà, il y a...
faut déjà, comme disait Guy, il faut établir un diagnostic, il faut savoir où on en est et préparer justement la suite. Moi, je pense pas. Moi, je vais pas vous mentir, je suis inquiète. Parce qu'aujourd'hui, je vois une société qui est de plus en plus violente, je vois des discours qui sont de plus en plus extrémistes, des gens qui se radicalisent de tous les côtés. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a urgence à agir. On ne peut pas continuer à faire des diagnostics, à faire des constats tous les jours sur les réseaux sociaux ou dans les médias, parce qu'on voit bien que la société est de plus en plus violente, qu'il se passe des choses anormales dans ce pays, qu'il y a des jeunes qui sont complètement désœuvrés, qui ont perdu la notion du respect, la notion de du bien et du mal. Du bien et du mal. Il y a un vrai problème d'éducation aussi. On voit qu'il y a des parents qui sont complètement qui s'occupent pas de leurs enfants, qui pensent que c'est à l'école d'éduquer les enfants. Non, c'est pas à l'école d'éduquer les enfants. L'école, elle est là pour transmettre le savoir. Déjà, on a retiré les cours d'éducation civique. Moi, je pense que il y a urgence à rétablir l'éducation civique et à expliquer aux enfants ce que c'est la citoyenneté, ce que c'est la laïcité, etc. Il y a vraiment, les politiques ont une énorme responsabilité aujourd'hui, et c'est vrai que c'est inquiétant pour l'avenir, et c'est pour ça qu'il faut agir. Et ce qui concerne les musulmans, je pense que justement, moi je suis musulman. Et je pense que cette parole... Et vous faites la différence entre islam et islamisme. Mais bien sûr que oui. Voilà. Mais même les pays du Maghreb... C'est important de le dire. Même les pays du Maghreb luttent contre l'islamisme, en quelque sorte, parce que ces gens-là ne veulent que détruire. Ils veulent détruire, ils veulent s'imposer. Et aujourd'hui, justement, qui mieux qu'un musulman pour parler de l'islamisme ? C'est à nous aussi de se lever. Et si... plus on sera de musulmans dire stop, moi je n'ai pas besoin d'afficher ma religion, ma femme elle a décidé de ne pas porter le voile, c'est pas moi qui vais lui dire non mais tu iras au paradis si tu portes le voile. Ce discours-là est dangereux pour nos gamins. Moi je fais ça aujourd'hui, c'est pour mes enfants et pour nos enfants, pour tous les enfants, pour toutes les futures générations qui se font endoctriner dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ce mouvement-là est là aussi. Donc on va essayer de bosser tous ensemble et voilà. Dernière chose, Patriotes de la diversité, vous attendez des dons? Dites-nous rapidement. Oui, bien sûr, puisque nous, on est un nouveau mouvement naissant. Alors, les dons, et on a besoin de soutien. Alors, on a un site internet www.lespatriotes-de-la-diversité.fr. Il y a un formulaire et il y a la possibilité de verser des dons à partir de 1 €. Chacun est libre de donner le montant de son choix. Et c'est vrai que nous avons besoin d'avoir les moyens de faire avancer, parce qu'on a beaucoup d'actions à mettre en place. On a beaucoup d'idées. Et je pense que tous ensemble, on peut faire du très beau travail si on s'y met. Mais on a besoin d'aide. Eh bien, écoutez, dans quelques mois, on vous reçoit à nouveau et on verra où vous en êtes. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci.